Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la KTM Super Duke R 1290 Evo de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai de nouveau la chance de pouvoir tester, grâce à l'un de mes abonnés, la plus méchante des KTM, la Super Duke R 1290. Et aujourd'hui, on est sur la toute dernière distribuée, le modèle 2022, en plus en finition Evo. Alors vous aviez peut-être déjà vu, il y a quelques temps, le test de la version précédente, le modèle 2021, et au vu de la miniature, vous pourriez vous dire, mais est-ce qu'il y a réellement eu un changement? Parce que, à part la couleur, c'est globalement la même machine. Aujourd'hui, finalement, cette version Evo se distingue, bien sûr, je viens de le dire, par la couleur, mais surtout par la présence de nouvelles suspensions à réglage électronique, des suspensions dites semi-actives, ce qui n'était pas présent, même en option, sur la version précédente en 2021. Donc au niveau de l'esthétique, aucune différence, la moto n'a pas évolué sur ce plan-là. On retrouve cette moto très agressive, un design assez clivant, le style de KTM, c'est soit on adore, soit on déteste. Il y a assez peu d'espace pour la demi-mesure avec un look aussi tranché. Cette machine est toujours motorisée par le fameux 1301 cm3 en bicylindre en V à refroidissement liquide, le moteur appelé LC8. Et ce moteur, dans cette version 2022, fait toujours la même puissance, c'est-à-dire 180 chevaux. Le modèle que je teste aujourd'hui est quasi neuf, il a que quelques mois. Et vous avez sur cette moto quelques options proposées par KTM. On a déjà quasiment toutes les protections disponibles. On a une protection sur le cadre, protection sur l'axe de roue avant. On a aussi un petit saut de vent. Et le propriétaire a également pris les options électroniques disponibles pour cette machine. On en reparlera plus tard. Bon, la prise en main de ce modèle est toujours un peu compliqué pour quelqu'un de ma taille. Je le rappelle à ceux qui me découvriraient sur cette vidéo que je mesure 1,70 m et cette machine est haute. En plus, la selle est un tout petit peu large, donc ça m'écarte les jambes. Je ne peux pas facilement mettre les pieds au sol lors des arrêts. C'est assez compliqué, mais une fois qu'on est en mouvement, la moto fait complètement oublier sa taille. Elle est relativement fine pour une machine d'une cylindrée aussi grosse et le réservoir a une forme assez agréable. On peut bien coller nos jambes dans le creux de celui-ci. On a forcément une position un petit peu basculée vers l'avant, les repose-pieds très légèrement vers l'arrière et un petit peu haut, typique des autres roadsters sport. Alors sur cette machine, bien qu'on soit basculé vers l'avant, on arrive quand même pas trop mal à prendre les infos autour de nous. Après, si vous voulez complètement vous retourner, il est peut-être quand même préférable de lâcher complètement le guidon afin de vérifier vos angles morts. Les deux rétros actuellement sont d'origine, sont suffisamment sur l'extérieur, donc je vois assez bien ce qui se passe derrière moi. Allez, premier rond-point avec cette machine et c'est toujours aussi facile à balancer. C'est hallucinant d'ailleurs, surtout quand on voit la taille des pneus. On a du 17 pouces bien sûr, 120 à l'avant et c'est un 200 à l'arrière. Et malgré cette largeur, eh bien, la moto est vraiment extrêmement facile. Alors vous pouvez voir et peut-être aussi entendre que cette machine est encore équipée de l'échappement d'origine. C'est le même échappement que sur le modèle de l'année dernière, en inox, assez joli, il s'intègre assez bien dans le design et il est directement siglé du nom de la moto. Pour l'instant, la sonorité est assez feutrée lorsqu'on roule en agglomération. On verra ce que ça donne lorsqu'on monte plus dans les tours. Et ce que j'aime beaucoup avec ce moteur, c'est que même en restant à assez bas régime, on a une sonorité qui n'est pas forcément très forte, mais elle est rauque. On retrouve bien là une sonorité de bicylindre en V, ce
qui se fait malheureusement de plus en plus rare. Alors je le précise tout de suite parce que je risque de l'oublier par la suite. Cette moto est bien sûr équipée d'un shifter. Shifter up and down. D'ailleurs, on va voir tout de suite si ça fonctionne bien. Là, je suis en deuxième, j'accélère un peu. Troisième, quatrième et cinquième. Quasiment pas d'un coup, ça fonctionne très bien. Et si je redescends, quatrième, troisième, pareil. Ça fonctionne très bien. Comme je le disais précédemment, la moto est équipée d'un petit saut de vent. Et celui-ci a vraiment l'air d'être là quasiment que pour l'esthétique. Là, en roulant à 70-80, j'ai déjà pas mal d'air qui arrive directement dans mon casque. Alors, nous arrivons sur un virage à basse vitesse. Je suis en première. Et cette machine se dirige super facilement. Alors forcément, c'est un gros bicylindre en V, donc faut quand même rester vigilant sur son comportement à très bas régime. Hein. Mais je le redis, hein, ce moteur LC8 en version Euro 5 est très très souple. On peut le descendre à 2000 tours avant d'être obligé de choper l'embrayage. Les amis, me voilà de nouveau ici pour tester l'accélération de ce modèle. Comme à chaque fois que je teste une machine de ce genre, ne m'en veuillez pas si ce que je fais n'est pas représentatif des réelles capacités de cette moto. C'est une machine qui est intimidante, avec un caractère bien affirmé, et surtout j'ai du mal à toucher le sol, ce qui ne me rassure pas lorsque je décolle. Sur cette machine, on a bien sûr toutes les aides électroniques possibles et imaginables. Cette version Evo ne se distingue de la version normale, qui est toujours en vente actuellement, uniquement par les suspensions. Donc on retrouve les modes de cartographie d'injection. Donc là, vous voyez, conduite, il y a le mode track, performance, sport, street et rain. À savoir que sur ce modèle, seuls les modes sport, street et rain sont disponibles lorsque vous achetez la moto sans option. Les modes track et performance, qui sont normalement réservés à une utilisation piste, sont eux disponibles en option. On a aussi sur cette machine, je l'ai dit, les suspensions réglables. Et pour ça, on a un menu. Donc amortissement, précontrainte et anti-dive. L'amortissement, bien sûr, c'est le comportement, le réglage de l'amortisseur. Actuellement, je suis sur automatique, ce qui est un mode qui normalement change en permanence le réglage en fonction de ce que vous demandez à la machine. Donc je vais rester sur ce mode sur quasiment tout le test, vu que ça me paraît le mode le plus logique. Si ce mode automatique est réellement performant, vous n'avez pas à utiliser les autres. On peut aussi changer la précontrainte. Ça permet également de choisir un peu la hauteur de la machine. Actuellement, vous voyez que je suis sur le mode automatique bas, mais si je voulais, je pourrais encore rabaisser un petit peu les suspensions à l'arrière. Et on a l'anti-dive. C'est un système anti-plongée qui permet normalement à la suspension de se raffermir lors des gros freinages et d'éviter le transfert, la bascule vers l'avant. On va voir si c'est efficace ou pas. Donc pour l'instant, première accélération en mode street, ce qui est un mode normal, dirons-nous, mais avec la puissance maximum, hein, on a bien les 180 chevaux, et on laisse la suspension en automatique. Allez, c'est parti, let's go! Eh bien les amis, c'est toujours autant une dinguerie. Et sur ce mode street, on se sent réellement en sécurité. J'ai vu le voyant du traction control qui s'est allumé, mais à aucun moment j'aurais senti une coupure ou un comportement bizarre de la machine. C'était complètement transparent pour moi et ça permet de se sentir en sécurité et d'accélérer vraiment fort. Ça marche vraiment très très bien, même en mode street. Maintenant, on va vérifier si ça braque bien. Donc on se retrouve très rapidement en butée. Là je dois être très très vigilant car comme je vous l'ai dit, je touche très difficilement le sol. Est-ce que je vais réussir à rester sur l'emplacement de cette route? Et non, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais tapé dedans. Alors je change maintenant de mode. On va se mettre en mode sport, qui est le mode le plus brutal disponible d'origine sans option. Et c'est reparti. Ah là là. Un petit freinage maintenant. Frein arrière, ça freine déjà plutôt bien. Frein avant.
Le frein avant est toujours aussi costaud. Sur cette machine, on retrouve les Brembo Stylema. La même chose que sur le modèle R classique, hein. Il n'y a pas de différence entre la 1290R et la Evo au niveau du freinage. Mais c'est vraiment du bon matos. Au niveau des leviers d'ailleurs, on a les deux, que ce soit le frein ou embrayage, qui sont réglables en écartement. Mais comme d'habitude chez KTM, le frein c'est du Brembo et le levier d'embrayage c'est du Magura. Bon, je vais essayer de rester en mode sport pour le reste du test. Alors, dans ce rond-point, toujours aucune difficulté. Prise d'info, ça va. Et je réaccélère. Les amis, c'est toujours aussi performant. On se retrouve à des vitesses inavouables à la moindre accélération. Et finalement, pour l'instant, le mode sport, je ne le trouve pas si brutal que ça. C'est très certainement pour ça qu'ils se sont sentis obligés de rajouter en option les modes performance et track, qui eux permettent, si nécessaire, de rendre la machine encore plus brutale et de désactiver quasiment toutes les aides. Les commodos, bien sûr, sur cette machine sont identiques à l'année précédente. On retrouve sur la gauche un commodo en forme de croix qui permet de naviguer dans le menu, c'est assez facile. On a tout ce qui gère l'éclairage, on a aussi des boutons concernant le régulateur de vitesse. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi qu'un petit bouton qui permet de revenir à une fonction que vous avez préenregistrée. Le compteur est toujours le même, c'est un grand écran à couleur qui permet d'afficher absolument tout ce que vous voulez. Sur ce modèle, on peut même avoir la pression des pneus et, si vous le désirez, connecter un smartphone afin d'en faire un GPS. C'est disponible, je crois que c'est une option par contre. Je me retrouve de nouveau en ville et même sur le mode sport, la moto reste tout à fait gérable. Elle ne devient pas brutale ou avec des réactions déstabilisantes. C'est très très calme. Je vais maintenant faire un petit test de souplesse. Ouais, ça reste un gros bicylindre en V, en dessous de 2000 tours, comme je le disais précédemment. Elle aime pas et c'est normal. Après 2000 tours, c'est déjà très bas. Il suffit de réaccélérer un peu et... mode catapulte. Et comme je le dis souvent pour les nouveaux Roadster Sport haut de gamme, on se retrouve très vite, trop vite très certainement, à des vitesses complètement illégales. Et ça même dans des zones urbaines. Ça a tellement une patate de dingue cette machine, une facilité de prise en main, c'en est bluffant. Ici je suis en côte, en troisième, j'accélère à fond. Et bien en fait les amis, ça repart tellement fort que j'ai été surpris et je me suis modéré dans la rotation de la poignée parce que j'avais vraiment l'impression que la machine elle allait partir en wheeling. Oh là là. Maintenant, j'arrive sur un petit dodan, donc comment ça se comporte? C'est ferme, mais pas désagréable du tout. Je vais essayer maintenant de le prendre un peu plus vite. Je suis sur le réglage automatique, je le rappelle, hein, je suis à 45 là. Ouais, ça reste suffisamment, comment dire, mou pour pas vous déstabiliser. Et c'est pas non plus très tape-cul. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à reprocher à ces suspensions, surtout en mode automatique. J'arrive maintenant dans une succession de virages. Allez, c'est parti. Faut que je me méfie, il y a pas mal de cyclistes sur la route. Ah là là, ça incite tout le temps à faire l'imbécile. Ça incite clairement aussi à se déhancher. Vous l'avez peut-être vu sur le réservoir, il y a des petits pattes de protection qui permet aussi de bien agripper le réservoir. Ça c'est une option chez KTM. Et
finalement, comme d'habitude avec ce moteur, il n'y a jamais vraiment besoin de le monter très haut dans les tours. Avec une cylindrée pareille, on a déjà tout ce qu'il faut à mi-régime. Bon, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises lors des tests de roadster hyper performants, maintenant ce genre de machines sont tellement efficaces, rassurantes, que n'importe qui, même avec un tout petit niveau technique en moto, se permet de rouler comme un dingue avec ça, en se sentant en sécurité. Le seul problème de ce genre de machine, c'est que justement, on peut très rapidement avoir un excès de confiance et se retrouver dans une situation où la moto ne pourra plus vous sortir de l'accident. Là, vous l'avez vu, même en passant mes vitesses à 4500, c'est vraiment performant. On passe maintenant sur l'autoroute. On se met tout de suite en 6. Et finalement, la 6e, elle est limite trop courte. Là, vous voyez qu'à 115, je suis à peine à 3500 tours. Ça vibre beaucoup. Et lorsque je veux réaccélérer, bah, ça va vibrer encore plus. Mais ce son est juste énorme. C'est caverneux. J'adore. Au niveau de la protection, c'est au même niveau que les autres roadsters sport. La petite bulle ne vous protège quasiment pas. Et aujourd'hui en option, vous voyez qu'il y a des protèges du poignet. Ça vous permettra d'avoir les doigts un peu plus au chaud l'hiver. Allez, je refais une accélération, je suis en 6 à 120, j'accélère à fond. Et j'ai même pas le temps de lire la vitesse. Alors parfois, avec les rafales de vent, la moto dévie un tout petit peu, mais il n'y a pas réellement de guidonnage ou de sentiment d'insécurité. La moto est équipée bien sûr d'un amortisseur de direction. Concernant l'éclairage de cette machine, il n'y a pas eu d'évolution par rapport au modèle précédent. On retrouve un éclairage full LED, à savoir que KTM propose des clignotants à défilement en option qui ne sont pas présents sur cette machine aujourd'hui. Une fois de plus, le problème avec une machine aussi facile et performante, c'est que rapidement, les autres sur la route deviennent quasiment des obstacles. On se demande pourquoi ils ne roulent pas au même rythme que nous. Et parfois, on se retrouve surpris, bloqué derrière un véhicule qui roule juste à allure normale. Les performances sont démentielles. Difficile de rester calme avec un missile pareil. Bon, de nouveau, hein, vous l'aurez compris, cette machine est absolument géniale. Je ne saurais pas réellement vous dire si ces suspensions semi-actives sont réellement indispensables. C'est une option qui au final coûte dans les 2000 €. Le truc qui est certain, c'est que cette moto n'est pas moins bonne qu'avant. Au niveau pratique, c'est toujours la même chose. Vous avez la possibilité de démonter la selle passager afin de mettre un gilet jaune et peut-être quelques outils, mais ça reste un rangement assez petit. Et de nouveau, le point qui est vraiment assez surprenant sur cette machine, c'est sa consommation. KTM, sur la fiche technique officielle, annonce 5,7 litres au 100. Et en réalité, le propriétaire me dit qu'en roulant plutôt cool, on peut descendre à peine 4,5 litres, voire même un peu moins. Donc c'est vraiment efficace et c'est d'autant plus intéressant qu'actuellement l'essence coûte une fortune.
Donc actuellement chez KTM, une Super Duke 1290, la version R sans les suspensions électroniques, ça vaut un petit peu moins de 19 000 €. Et cette version est elle à un peu moins de 21 000 €. Je pense maintenant, les amis, avoir fait le tour des caractéristiques de cette Super Duke 1290 R Evo. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous la possédez, eh bien, dites-nous comment ça se passe pour vous. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience vu qu'elle vient à peine de sortir. Je vous invite également à revoir le test de la version 2021 si vous voulez en savoir plus sur la version non équipée des suspensions semi-actives. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse vous en proposer le test. Si comme lui, vous avez un véhicule, que ce soit moto ou voiture, et que vous aimeriez que j'en fasse un test en vidéo, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que grâce à mes abonnés, je peux vous proposer ce genre de test très régulièrement. Je m'en vais rendre ce monstre, The Beast, à son propriétaire. Et je vous dis à bientôt et surtout, à tous. Sur ma chaîne, si vous le désirez, vous pouvez trouver de nombreux tests de cette Super Duke 1290 depuis la première en 2014 jusqu'à aujourd'hui la dernière. Si vous voulez revisionner ces vidéos, vous verrez bien qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau caractère moteur au fil des années.